Donc, je m'appelle Gabrielle Richard, je suis chercheure et je suis québécoise, ce qui explique que je féminise chercheur en chercheur. Je travaille depuis maintenant presque une quinzaine d'années sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre à l'école, et plus particulièrement, vous le verrez dans le cadre de ma présentation, des différentes normes qui font partie de nos milieux scolaires, que nos milieux scolaires véhiculent et qui sont dommageables à certains égards à l'ensemble de nos élèves et de nos personnels. Et on verra en quoi consistent ces normes un peu plus tard en matinée. Donc, voilà. Le programme que je vous propose, donc une présentation en 4 temps, c'est-à-dire que je vais commencer avec une partie définition, qui est un peu un passage incontournable hein, quand on parle des questions LGBTQI+. Il y a souvent des termes avec lesquels on n'est pas nécessairement tous et toutes habilités à comprendre. Donc, on va se mettre au goût du jour par rapport à ça. L'essentiel de ma présentation va consister à vous parler des expériences scolaires de nos jeunes LGBTQI, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexes, et en quoi ces jeunes-là vivent peut-être leur rapport à l'école, leur rapport aux adultes et à leurs pairs de façon spécifique, ce qui nécessite justement qu'on se retrouve aujourd'hui pour en discuter spécifiquement. On va parler rapidement, pas rapidement, mais on va parler des normes de genre, c'est-à-dire les différentes manières dont à l'école, ce qu'on va dire, comment on va le dire, ce que nos contenus scolaires vont véhiculer, contribuent à exprimer qu'il y a des bonnes manières et des mauvaises manières d'être une fille et d'être un garçon, qu'il n'y a pas de possibilité en dehors de cette binarité non plus, et qu'il y a une présomption d'hétérosexualité qui perdure dans nos milieux scolaires, ce qui fait qu'on présume constamment que les jeunes qui sont assis dans nos classes et qui fréquentent nos écoles sont ou seraient nécessairement hétérosexuels. Et je vais vous expliquer un peu en quoi c'est problématique. Et on va faire une petite bifurcation du côté des élèves trans, parce que quand je fais ce genre de présentation, c'est souvent la question qui émerge, la première question, qu'en est-il des élèves trans? Comment accueillir les élèves trans dans nos milieux? Donc, on fera donc une incursion qui est beaucoup trop brève, mais qui nous permettra ensuite d'en discuter plus tard aujourd'hui, si c'est des questions qui vous interpellent. Sur le plan logistique, on accueille vos questions en tout temps, notamment en ligne, grâce à notre médiateur Christophe. Et les questions me seront dans ce contexte-ci acheminées au terme de mon intervention. Idem dans la salle, si vous avez des questions, je vous invite à les noter, puis on aura l'occasion d'y revenir par la suite ou tout au long de la journée, évidemment. Donc, voici pour les présentations d'emblée. Alors, de quoi on parle? Le séminaire parle de genre et d'orientation sexuelle à l'école. Je vous ai parlé d'LGBTQI. C'est souvent des termes avec lesquels tout le monde n'est pas à l'aise. Et j'aime toujours commencer mes interventions, quitte à être un peu théorique, mais pas trop, je vous rassure, pour mettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ça. Qu'on s'entende tous et toutes sur ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, très concrètement, quand on parle du sexe d'une personne, évidemment, là, vous allez voir, ça va se complexifier par la suite, hein, mais quand on parle du sexe d'une personne, globalement, on va parler de son sexe biologique. On va parler souvent de son sexe assigné à la naissance. Donc, très spécifiquement, généralement, c'est le sexe génital d'une personne. Hein. Une personne va naître, on va dire « Félicitations, c'est une petite fille, félicitations, c'est un petit garçon ». Et il y a très peu de place en dehors de cette binarité, bien que, on le verra un peu plus tard, les corps des êtres humains qui peuplent cette planète sont plus complexes et plus magnifiques que cette seule binarité mâle-femelle ou fille-garçon. Je vais davantage, dans le cadre de ma présentation, et je le crois aujourd'hui globalement, parler d'identité de genre. Quand on va parler d'identité de genre, on réfère à la manière dont une personne ressent son genre. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple avec moi, je suis née, mon sexe assigné à la naissance, c'est fille, et mon identité de genre, c'est femme. Je m'identifiais quand j'étais petite comme une petite fille, et je m'identifie maintenant comme femme. Juste ici, ça devrait être relativement clair. On verra par la suite à quel point ça peut se décliner différemment de ces
de ce déterminisme un peu attendu, hein, parce qu'on s'attend qu'une personne qui naît avec un sexe s'identifie nécessairement avec une identité de genre qui est dans cette lignée-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On va distinguer aussi la question de l'expression de genre. Quand on parle d'expression de genre, on parle de la manière dont une personne exprime aux autres son genre. Ça peut se faire de différentes façons. Les façons les plus communes que je vais évoquer et qui vont vous faire comprendre la chose très rapidement. Bon, les vêtements, la manière dont une personne va s'habiller, va se maquiller, va se coiffer. Mais des choses un peu plus peut-être subtiles, la manière dont une personne marche, sa posture, la manière dont une personne s'assoit, croiser les jambes, pas croiser les jambes, etc. Ce sont des mini-manières par lesquelles on exprime quotidiennement et à tout moment notre genre. Hein, c'est la manière dont on communique à autrui, comment on se sent sur le plan du genre. Donc, à distinguer. On revient par la suite. Il y a la question de l'orientation sexuelle. C'est globalement l'aspect le plus connu. Évidemment, quand on parle d'orientation sexuelle, on parle d'attirance. Je vais, dans le cadre de la présentation, parler aussi d'orientation romantique, c'est-à-dire qu'on va distinguer la question de l'attirance sexuelle d'une personne, le désir de rapprochement peut-être d'ordre sexuel, de ce qui relève de l'attirance romantique. Il y a des personnes pour qui ça se joue différemment. Donc, si moi, par exemple, je suis attirée par les hommes sexuellement, je peux être attirée romantiquement par les femmes, pour faire très simple. Donc, on va distinguer ça. Le but de ma présentation, c'est de vous montrer que, contrairement aux attentes sociales dont on s'est doté, qui présument qu'il y a un très fort déterminisme entre toutes ces dimensions de l'identité d'une personne, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, alors que mon bébé qui naît à la naissance, on voit qu'il a un pénis, on va dire « Félicitations, vous avez eu un petit garçon ». On s'attend à ce que ce garçon-là s'identifie comme un garçon puis comme un homme plus tard, exprime son genre de façon attendue, ait peut-être les cheveux courts, se vêtisse d'une certaine façon, etc. Et on s'attend à ce que cette personne-là développe ou ait une orientation sexuelle et romantique qui soit hétérosexuelle. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Donc, on a ces attentes-là qui sont très fortes et qui sont sous-jacentes à beaucoup de nos interactions. On verra comment tout à l'heure. J'aimerais qu'on prenne un moment pour regarder à quel point il y a beaucoup plus de diversité, à quel point la diversité humaine est beaucoup plus grande, beaucoup plus riche et beaucoup plus belle que ces modèles très stricts dont on s'est doté. Donc, sur la question du sexe biologique, génital, assigné, globalement, on s'est doté de 2 options. Hein? Quand un enfant naît, on dit « Félicitations, vous avez un garçon. Félicitations, vous avez une fille. » Or, il y a des personnes qu'on appelle les personnes intersexes ou intersexuées, qui sont des personnes dont les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires ne cadrent pas exactement avec ces définitions strictes de la masculinité ou de la féminité. Ça peut être sur le plan des organes reproducteurs, internes, externes. Ça peut être de différentes façons. Il y a plusieurs cas de figure, mais ça représente, selon certaines études, environ 2% des naissances. L'identité de genre, on en a parlé tout à l'heure. Globalement, on s'est dit, on peut s'identifier comme homme, comme femme, comme fille, garçon. On a 2 options. C'est pas si simple que ça. Alors, on a effectivement des hommes et des femmes, mais précisons que ces hommes et femmes-là peuvent être des hommes et des femmes cisgenres ou transgenres. Il y a peut-être un mot déjà ou plusieurs qui apparaissent avec lesquels vous êtes moins familiers, et c'est normal. Quand on parle de femmes cisgenres, je parle d'une femme qui a été assignée fille à la naissance. Donc, on a dit, félicitations, vous avez une fille, et si cet enfant-là grandit et s'identifie comme femme, nous sommes face à une femme cisgenre. Pour une femme transgenre, c'est une femme qui a été assignée garçon à la naissance. Je vous fais simple. Qui a été assignée garçon à la naissance, on va dire, félicitations, vous avez un garçon, et ce garçon-là, finalement, est une fille. Donc, on parle d'une femme transgenre. Idem, homme cisgenre, homme transgenre. On a également des personnes, et on en entend peut-être parler particulièrement ces temps-ci. Il y a eu un documentaire la
la semaine dernière sur la question, on entend beaucoup parler des personnes non-binaires. De quoi on parle quand on parle de personnes non-binaires? Pour comprendre la non-binarité, il faut se représenter l'identité de genre, non comme deux options possibles, mais comme un continuum. Vous me suivez jusqu'ici? D'un côté, il y aurait femme, de l'autre côté, il y aurait homme, mais il y aurait tout un spectre de manières de s'identifier qui ne correspondent pas exactement à ces modèles binaires. Donc, des personnes qui s'identifient non-binaires sont des personnes qui s'identifient, pour faire simple, dans ces zones de gris, dans ce continuum. Il y en a des personnes qui sont agenres. Ça aussi, c'est peut-être nouveau pour certains et certaines d'entre vous. Les personnes agenres, ce sont des personnes qui ne s'identifient pas sur le plan du genre. Donc, ils refusent cette identification, qui ne sentent pas qu'ils appartiennent à une quelque catégorie que ce soit sur le plan d'identité de genre. Sur le plan de l'orientation sexuelle, globalement, on s'est dit, bon, normalement, tout le monde est hétérosexuel. On accepte qu'il y ait des personnes qui soient homosexuelles. C'est globalement une espèce de dichotomie dont on s'est doté. Mais véritablement, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y en a des personnes hétérosexuelles, évidemment. On a des personnes gays, lesbiennes ou homosexuelles. On a des personnes bisexuelles. Donc, une personne bisexuelle, c'est par exemple, si je suis bisexuelle, je suis une femme cisgenre, je serai attirée par, soit romantiquement, soit sexuellement, soit les deux, par les femmes et les hommes. On a des personnes pansexuelles. Ça se complexifie. Vous êtes toujours avec moi, j'espère. Donc, des personnes pansexuelles sont des personnes qui sont attirées romantiquement et ou sexuellement par des individus, peu importe leur identité de genre. C'est pas la même chose que bisexuel. Hein. Bisexuel voit cette binarité encore présente. Les personnes pansexuelles peuvent être attirées par des personnes non-binaires, par des femmes cisgenres, des femmes transgenres, etc. Donc, on est vraiment dans une grande diversité sur le plan des attirances. On a des personnes asexuelles, qui, le nom l'indique relativement clairement, sont des personnes qui ne ressentent pas d'attirance sur le plan sexuel. On a par ailleurs des personnes aromantiques qui ne se ressentent pas des attirances sur le plan des émotions. Et on a des personnes queer. Alors, le terme queer, vous l'avez sûrement déjà vu. Vous êtes peut-être déjà familière avec. Le terme queer est un terme un peu plus politisé pour désigner les personnes au sens large qui rejettent les catégories dont on s'est doté en société pour se définir sur le plan de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc, globalement, c'est utilisé comme une identité un peu plus revendicatrice, un peu plus politique, un peu plus militante. D'accord. Donc, c'est un peu ce que je voulais clarifier d'entrée de jeu, parce que dans le cadre de ma présentation, je vais vous parler de jeunes que j'ai rencontrés, et ces jeunes-là, à chaque fois que j'aurai une citation, ces jeunes-là, je vais spécifier. C'est un ou une jeune cisgenre, transgenre, non-binaire, queer, etc. Donc, c'est important, d'abord pour vos connaissances personnelles et pour vos interventions en classe, mais aussi globalement pour comprendre ce dont je vais parler. Les expériences scolaires de nos jeunes, je parlais tout à l'heure de LGBTQI, on peut parler aussi de jeunes non hétérosexuels et ou non cisgenres. Qu'en est-il? Comment on peut les appréhender? Quel portrait peut-on dresser de la manière dont ces jeunes-là appréhendent l'école ou vivent l'école? Je n'ai pas fait de point méthodologie, puis ce n'est pas l'objectif non plus de ma présentation, mais simplement vous dire que il y aura plusieurs citations dans le cadre de ce que je vous présente ce matin, et ce sont des citations qui sont tirées de différentes enquêtes que j'ai menées dans les dernières années, principalement en France, mais également au Québec, auprès de jeunes LGBTQI et aussi d'adultes. On aura des citations un peu plus tard en présentation, donc des citations d'adultes, d'enseignants, enseignantes qui sont parfois LGBTQI elles-mêmes, mais parfois pas du tout, et qui vont nous parler de comment ça se passe, de leurs interventions, des obstacles auxquels ils et elles font face. Quand j'évoque les expériences scolaires des jeunes LGBTQI, j'aime beaucoup me les représenter sous forme de triangle. Un triangle qui aurait donc évidemment 3 angles. Et le premier angle est la question du climat scolaire.
C'est-à-dire que souvent, quand on va parler de ce que vivent les jeunes LGBTQI à l'école, on va se dire ils et elles sont victimes de violences. Et c'est vrai. Mais ça ne représente pas l'entièreté de leur vécu scolaire. Hein. Ce n'est pas qu'un vécu scolaire de violence. Hein. L'école n'est pas qu'un lieu où on peut se faire tabasser ou insulter par ses pairs. Évidemment, c'est un lieu où il se passe beaucoup d'autres choses. Et je pense que c'est intéressant d'aller au-delà, de reconnaître cette notion de climat scolaire et son importance hein, pour se sentir bien, en sécurité à l'école, sentir qu'on est dans des conditions optimales pour l'apprentissage, mais aussi reconnaître qu'il y a d'autres dimensions d'importance. On va parler ce matin des contenus scolaires. Et on va se demander si les jeunes qui sont dans nos établissements, qui fréquentent nos classes, se voient représentés dans les contenus scolaires. Est-ce qu'on parle de ces sujets-là à l'école? Et si oui, qu'est-ce qu'on en dit? Dans quel contexte on en parle? Et surtout, le regard que posent ces jeunes-là sur ce qui est dit et qui les concerne. Et c'est particulièrement intéressant, vous verrez. Et le troisième point d'entrée, il me semble, de ces expériences scolaires, c'est la question des interactions avec les adultes. Donc, on a, oui, la question du climat scolaire, comment ça se passe entre élèves, est-ce qu'il y a des violences, est-ce qu'il y a une solidarité, etc. Il y a la question des contenus, qui est plus formelle, hein, les manuels, les programmes, etc. Et puis, on a la question des interactions avec les adultes, qui est un peu plus de l'ordre de l'informel, du quotidien, de comment ça se passe quand on échange, les exemples qu'on peut donner en classe, les interventions que peuvent faire les adultes quand il y a des incidents, etc. Donc, on va parler de ce côté, excusez-moi, ce côté un peu plus caché, peut-être, ou un peu moins documenté du vécu scolaire des jeunes. Donc, c'est un peu un portrait de ce que je vous suggère. Donc, si on entre par la question du climat scolaire, hein, qui est souvent la question avec laquelle on est le plus familière. Citation ici d'un élève genre gay de 17 ans qui me dit « Je me faisais traiter de fille beaucoup, énormément. Je me faisais intimider par des garçons de ma classe, des durs. Ils me bloquaient le passage, ils me traitaient de pédé, ils me criaient des noms. C'était vraiment horrible. » Cette citation-là, malheureusement, est loin d'être atypique quand j'interviewe des jeunes LGBTQI. C'est souvent le genre de propos qu'ils me tiennent. Je mets cette citation-là parce que je trouve intéressant d'emblée de faire le lien théorique, mais on le verra très, très concret, entre la question de la lutte aux LGBT-phobies et la lutte contre le sexisme. Quand on parle, ici, quand cet élève-là nous dit « je me faisais traiter de fille », ce que cet élève-là nous dit, c'est que la manière dont cet élève-là se faisait dénigrer, c'était qu'on le traitait de fille et on le traitait de pédé, comme si c'était deux insultes, comme si c'était deux conditions abjectes qu'on voulait repousser. « Je t'insulte, tu n'es pas comme moi, tu es un pédé, tu es une fille ». Donc, ce sont des manières, certes différentes, mais très, très intimement liées. C'est ce qu'on parle en sociologie du genre. On va beaucoup et de plus en plus parler de violence de genre, hein, qui englobe l'entièreté de ces manières de repousser les gens qui ne sont pas comme nous et de se constituer comme un groupe qu'on voit comme étant uni, cohésif, solidaire, etc. Je ne peux pas faire l'économie de cette parenthèse sur la question des violences. Madame la rectrice, tout à l'heure, a évoqué des chiffres de SOS homophobie. Ici, je vous présente des chiffres tirés d'une enquête menée avec le MAG Jeunes LGBT et l'UNESCO en 2018. Donc, auprès, cette fois-ci, de 2001 jeunes scolarisés en France, donc des jeunes LGBTQI. On leur a demandé, est-ce que tu as déjà été ridiculisé, taquiné, insulté, menacé à l'école parce que tu es LGBT? On est à peu près à plus d'une moitié. Donc, plus d'un élève LGBT sur deux rapporte avoir vécu des violences verbales à l'école, le ou la ciblant en fonction de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Déjà, on voit que le problème est majeur. Généralement, ce ne sont pas, malheureusement, des statistiques qui surprennent les gens qui travaillent en milieu scolaire, qui fréquentent ces milieux quotidiennement. On entend souvent ce genre d'insultes ou ce genre de prétexte pour rejeter une personne. Allons dans le détail.
Pas dans le détail, mais allons un peu complexifier notre lecture. On a demandé à ces jeunes-là, est-ce que tu as déjà été agressé physiquement à l'école parce que tu es LGBT? Donc, la question, cette fois-ci, de la violence physique. On est à peu près à 1 ou une élève sur 10 qui rapporte que lorsqu'il et elle fréquentaient l'école, donc un moment où l'école était, où il et elle étaient à l'école, hein, devait être en sécurité, etc., mais un élève LGBT sur 10 rapporte avoir vécu de la violence physique. Coups, bousculades, etc. Et parfois plus graves. Ce sont des statistiques choquantes. Ce ne sont pas des statistiques surprenantes. En ce sens que la France, les données françaises, et je vous disais que ces statistiques-là sont tirées d'une enquête internationale. Si on compare la France à d'autres pays, ce n'est pas, la France ne se démarque pas ni en bien ni en mal. Globalement, on est dans ce genre de proportion. À peu près un élève sur 2 rapporte vivre des violences verbales. À peu près un élève sur 10 rapporte vivre des violences à caractère physique. Et je ne l'ai pas précisé ici, mais à peu près un élève sur 30 rapporte vivre des violences à caractère sexuel. Encore une fois, à l'école. Encore une fois, en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Je vais y arriver. Donc, on est vraiment face à une situation qui est et devrait être préoccupante. On a demandé à ces jeunes-là, ah, d'accord, donc tu as vécu de la violence verbale, à quel point cette violence-là a été le fait d'adultes dans l'école. Hein, à quel point ce sont les adultes qui t'ont ridiculisé, qui se sont moqués de toi, qui t'ont insulté, etc. Donc, dans tous ceux et celles qui ont dit avoir vécu des violences verbales, plus de 10 12,34 nous disent que c'est le fait d'adultes. Donc, ils se sont fait moquer par des adultes, par des professeurs, par des membres de la direction, je ne sais trop. Donc, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle de climat scolaire, on se dit, ouais, c'est les jeunes, ça fait partie de l'adolescence, c'est le fait de socialisation de pairs, ils se taquinent, ils se bousculent, c'est normal. Oh! Bien là, quand on arrive face à la question des adultes, ça paraît peut-être un peu moins normal. Ça nécessite peut-être davantage qu'on se penche tout de suite sur la question. Angle numéro 2, les contenus scolaires. La question des représentations. Dans cette enquête-là UNESCO, on a demandé, considères-tu, à nos jeunes Français, Françaises, LGBTQI, considères-tu que tes besoins comme personne LGBT sont abordés dans les contenus scolaires? Voulez-vous deviner combien de pourcents disent que non? Je vais vous le dire. On est à peu près à 95 %. Donc, presque la totalité des jeunes qu'on a interviewés nous disent « Je considère que les contenus scolaires n'abordent pas mes besoins, ne parlent pas des sujets qui m'interpellent et qui me concernent. » Ici, encore, on devrait être drôlement préoccupé. Citation d'une élève cisgenre bisexuelle de 17 ans. Elle me raconte, donc lors de ma première séance dite d'éducation sexuelle, ce sont ses guillemets, et elle précise qu'il était plus une séance sur les moyens de contraception. En classe de 5e, un élève ne connaissait pas le terme homosexuel. C'est la seule occasion dans toute ma scolarité où une sexualité non hétérosexuelle a été mentionnée. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est une citation qui est très forte et une situation qui est préoccupante. Ce n'est pas, encore une fois, un cas de figure qui se démarque du lot quand on fait les entretiens avec des jeunes LGBTQI. Souvent, ces jeunes-là vont nous dire « on n'en parle jamais ». Ou quand on en parle, c'est pour dire il y a aussi des personnes homosexuelles et bisexuelles et ils méritent aussi le respect. C'est pour ce genre d'intervention un peu superficielle. En ce qui concerne les cours d'éducation à la sexualité, je n'en parlerai pas directement beaucoup dans le cadre de cette présentation-là, mais simplement pour mentionner que souvent, les élèves considèrent que c'est à cette occasion-là qu'on va leur parler de ces thématiques-là.
Les élèves vont dire, ben là, si, je comprends qu'on n'en parle pas en mathématiques, je comprends qu'on n'en parle peut-être pas en histoire géo, donc tout ça, je peux peut-être comprendre. Mais là, si on parle d'éducation à la sexualité, on va sûrement parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre, c'est sûr. Ces élèves-là sont presque constamment déçus. À peu près 7 % des élèves qui ont eu des cours d'éducation à la sexualité disent que ces cours-là ont parlé des réalités LGBTQ. 7 % en éducation à la sexualité. Élève cisgenre gay, 19 ans. Il y avait des profs qui étaient très à l'aise avec la sexualité, mais l'homosexualité, non. C'était évité, mais pas explicitement. C'était pas comme si quelqu'un posait la question et que le prof ne répondait pas. Non, c'était plutôt personne ne pose la question et le prof ne le mentionne pas. Vous connaissez l'expression « un silence assourdissant ». C'est toujours ce qui me vient en tête quand je vois cette citation-là et puis quand j'entends les jeunes me parler de ce qui se passe à l'école. Il y a des situations heureuses, il y a des profs qui en parlent, hein, spécifions-le, mais très largement, il y a encore un très large silence autour de ces questions-là, qui a un impact majeur sur les jeunes qui, certes, s'identifient comme LGBTQI, mais aussi sur les jeunes issus de familles homoparentales, lesboparentales, transparentales, des jeunes qui connaissent de proximité et qui aiment une personne LGBTQI, hein, ou des jeunes, et c'est beaucoup le cas dans nos collèges et lycées, des jeunes qui se questionnent, qui s'explorent sur ces plans-là. Ne pas évoquer le sujet ne fait pas disparaître, évidemment, les préoccupations des jeunes à cet effet. Un élève transgenre bisexuel, 19 ans, nous rapporte, donc sur l'identité de genre, les profs ont dit, citation, « Les personnes transgenres sont atteintes de troubles psychiques, c'est une maladie mentale. J'ai apporté plus de connaissances que je n'en ai reçues, c'est dramatique. Je me suis sentie invisibilisée et honteux. » Ce témoignage-là porte spécifiquement, encore une fois, sur l'éducation à la sexualité. Mais on peut évidemment se dire, comme ces jeunes-là, que si ces sujets ne sont pas abordés ou sont abordés de façon erronée et pathologisante, comme c'est le cas dans la citation ici de cet élève transgenre, on ne peut que présumer. Qu'en est-il quand c'est un ou une prof de français? Qu'en est-il quand c'est une autre matière qui n'a pas peut-être les connaissances que pourrait avoir quelqu'un qui a la charge des séances d'éducation à la sexualité? Troisième angle, la question des interactions avec les adultes. Je vais spécifiquement m'intéresser aux interventions ou au manque d'intervention des enseignants et enseignantes. Et ça fera également l'objet de l'atelier réflexif de cet après-midi pour les personnes qui se joindront à moi. Et dans cette partie, on aura des citations d'élèves et aussi des citations d'enseignants sur leur vécu par rapport à ces thématiques-là. Une élève cisgenre lesbienne, 19 ans, me racontait, j'ai bien aimé cette citation, ce prof, hein, la première chose qu'il a dite, c'est « Je ne veux aucun propos homophobe, aucun propos raciste et aucun propos contre David Bowie. » C'était les 3 règles de son cours. Lui, vraiment, tu ne traitais pas de pédé dans son cours. Et comme il était hétéro, les élèves comprenaient qu'il pouvait supporter, soutenir l'homosexualité sans se faire traiter de gay. Ce prof-là, il a vraiment changé ma vie. Donc, on voit un exemple très concret, d'une part, d'une pratique qui est, qu'on peut considérer comme une bonne pratique, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profs qui vont dire, moi, d'entrée de jeu, quand c'est la rentrée scolaire, j'établis ça. Peu importe quelles sont les règles de l'établissement, même si c'est déjà explicité, moi, je dis dans ma classe, c'est tolérance 0 pour ça. Et mes comportements subséquents, c'est que si j'entends, j'interviens systématiquement. D'accord? Je veux également souligner le fait que dans cette citation-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le prof dont il est question, l'élève nous dit, bon, comme il était hétéro, je ne sais pas comment cet élève-là peut connaître nécessairement l'hétérosexualité de son prof, mais quoi qu'il en soit, le fait que ce prof soit hétéro et soit si proactif sur les questions LGBT, c'est-à-dire même s'il est hétéro, évidemment, il dit, moi, je ne tolère pas ça. Moi, je mets mon point sur la table et pour moi, ça me semble inacceptable. Mais le statut, l'importance en est pratiquement
doublé. Hein? C'est-à-dire qu'on va dire même ce prof-là, qui n'est pas interpellé par ces thématiques-là, considère que c'est inadéquat. Donc, son statut de personne hétérosexuelle et son privilège de personne hétérosexuelle va lui conférer plus de poids dans son intervention. Du moins aux yeux de cette jeune qui nous témoigne. Élève cisgenre gay, 23 ans. Il y a un prof qui a dit un jour, et je me suis tellement accrochée à ça, il a dit, citation, « Il est possible que vous ayez des pensées homosexuelles, mais ça passe. » C'est la phrase qui a fait que oui, je suis normale et ça va passer. Beaucoup de choses à dire sur cette citation. Premièrement, je veux souligner le fait qu'à l'instar de cet élève-là, beaucoup de jeunes étaient en mesure, dans les entretiens, de me citer exactement ce que leur prof avait dit sur le sujet, tant les mentions étaient rares. Je vous disais tout à l'heure, il y a un silence qui pèse autour de ces questions-là, mais les rares personnes qui vont briser le silence et rendre visibles ces thématiques-là, souvent ont un impact tellement majeur en termes de rendre les choses visibles, que les jeunes sont en mesure de me dire, et ici, cet élève, je l'ai interviewé 5 ans après que ce professeur ait dit ça. Il m'a cité exactement la phrase. C'est quand même incroyable. Deuxièmement, si on s'intéresse à la phrase en question, il est possible que vous ayez des pensées homosexuelles, mais ça passe. Entendons-nous minimalement pour dire que ce n'est pas la meilleure intervention qu'un prof ait jamais faite sur la thématique. Donc, l'intervention elle-même pour être gentille, boiteuse. Mais l'intérêt, c'est de voir les impacts positifs qu'a eu cette intervention boiteuse sur le jeune. C'est la phrase qui a fait que oui, je suis normale et ça va passer. Donc, ça vous, encore une fois, ça vous donne un exemple très concret de, dans un contexte où il y a des violences, où on n'évoque pas nécessairement ces thématiques-là, ou plutôt rarement ces thématiques-là dans les contenus scolaires, souvent, la moindre référence, même problématique, peut être lue très positivement. Là, je ne suis pas en train de vous convaincre de faire des références problématiques au sujet. Hein. Idéalement, nos références sont bien informées et plus complètes que ça. Mais c'est pour vous montrer aussi, ça démontre l'ampleur du problème d'invisibilité. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la question des pratiques enseignantes par rapport aux questions LGBTQI. Et j'ai sondé par questionnaire plusieurs centaines d'enseignants, ici enseignants québécois, mais je présume que les constats s'appliquent assez bien. Et je leur ai demandé, pourquoi vous n'abordez pas ces thématiques-là dans vos contenus, dans vos enseignements? Donc, je leur ai demandé préalablement, est-ce que vous abordez ces thématiques-là, évidemment? Et ceux et celles qui me disaient, non, je ne l'aborde pas, pourquoi? Et ils pouvaient cocher plusieurs réponses. La réponse la plus fréquente, sans grande surprise, c'est la question de la formation. Des profs qui nous disent, moi, je voudrais bien, je vois une nécessité, je vois un intérêt, mais je ne sais pas ce que je dirais, j'ai peur de dire des bêtises, je ne sais pas ce que ça veut dire tel terme. Bref, j'ai peur de me mettre les pieds dans la bouche, donc je m'abstiens. À peu près un quart nous dit qu'il y a, qu'il et elle considèrent qu'il y a des questions plus pressantes à aborder avec les élèves. Donc, l'idée que c'est une thématique qui nécessiterait peut-être qu'on s'y attarde, mais moi, je suis dans le... J'éteins des feux. Hein? Je suis dans le plus pressant et ce n'est pas plus pressant. Ça m'amène à dire que très souvent, j'interviens souvent auprès d'équipes enseignantes, en milieu scolaire, etc. Et très souvent, quand on me demande d'intervenir, c'est qu'il y a déjà un problème. On va me dire, il y a eu un incident, il y a eu tel truc, ça se passe très, très mal, vite, venez. Ben, donc, évidemment, on essaie de s'inscrire en amont sur le plan de l'intervention, on essaie de s'inscrire en prévention et avant qu'il y ait des incidents de la sorte qui peuvent être très graves. D'autant plus que ça va de soi, mais je spécifie, il y a des élèves LGBTQI dans tous vos établissements. D'accord? Je spécifie parce que des fois, j'ai des commentaires à l'effet que oui, mais on n'en a pas dans l'école. Je vous garantis, vous en avez dans vos établissements. 25% nous ont dit, mais moi, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peut-être les connaissances, je considère qu'il y a un enjeu, mais je ne sais pas comment faire. Beaucoup d'enseignants disent avoir peur de perdre le contrôle de leur classe.
Moi, j'ai peur que si j'aborde ce sujet-là, ma période au complet va y passer et que là, je ne pourrai plus enseigner ce que je vais enseigner, etc. Donc, la question plus de l'approche pédagogique, qui peut être ramenée à la question de la formation, hein, évidemment. Donc, la formation, premier point sur le contenu, véritablement. Et puis, troisième point sur la manière, l'approche pédagogique pour le faire. 25 nous disent « J'anticipe les réactions de parents d'élèves. » Très commun. Beaucoup d'enseignants vont dire « Ah oui, mais je le ferai peut-être et j'ai peut-être des idées, puis je me sens peut-être à l'aise, mais il y a des parents qui vont dire quelque chose. » D'une part, d'après les enseignants que j'ai interviewés, c'est rarement le cas. C'est-à-dire que je ne veux pas vous dire qu'il n'y a jamais des parents qui vont se plaindre de la question. Il y en a, puis il faut adresser cette préoccupation-là. Mais il y en a beaucoup moins que ce que les profs anticipent en termes de réaction parentale. Et d'autre part, l'intérêt de se pencher sur ces préoccupations-là d'enseignants, c'est de dire souvent les enseignants qui se sentent isolés dans leurs interventions. À partir du moment où ça fait partie d'une initiative de l'école, où ils ont l'aval explicite de leur direction et de leur hiérarchie, ces craintes-là diminuent considérablement. Et un 23 % la question du sujet qui n'est pas inclus dans le curriculum. On pourrait en parler longuement et on pourrait argumenter longuement parce que j'aurais tendance à être un peu en désaccord dans la mesure où dans plusieurs matières, il y a des liens très spécifiques et très faciles à faire avec le sujet pour peu qu'on trouve que ce soit important. Mais il y a la question de, ici, ce que je lis, moi, c'est la question de la légitimité. Hein? Je ne considère pas que c'est une priorité de par mes programmes et contenus scolaires. Sur le plan des normes, hein, maintenant, on a fait ce triangle-là, on a dressé un portrait un peu plus exhaustif que seulement axé sur les violences, un portrait de ce qui se passe en milieu scolaire. Si on y réfléchit un peu plus théoriquement, là, je sais, il est 9h quelques le matin, vous avez pris votre café, suivez-moi, d'accord? Faites-moi confiance, c'est pas rebutant théoriquement, d'accord? L'école, et ce n'est pas spécifique à la France, ça se joue spécifiquement en France, mais ce n'est pas spécifique à la France. L'école participe de différentes façons à ce qu'on appelle une mise en genre et une mise en orientation sexuelle de ses élèves. C'est-à-dire que de plusieurs façons, l'école contribue à dire à ses élèves, si tu es une fille, tu dois te comporter comme ça. Si tu es un garçon, tu dois te comporter comme ça. C'est nécessairement complètement différent. Tu ne peux pas t'identifier autrement que comme fille ou garçon. Et en plus, on s'attend à ce que tu sois hétérosexuel. C'est ça que je veux dire quand je parle de mise en genre et de mise en orientation sexuelle. Et là, je veux qu'on ait un peu décortiqué cette question-là. Donc, l'école transmet au moins 2 normes sur le genre et les sexualités. La première de ces normes-là, c'est l'idée erronée, on l'a vu dans les premières diapos, selon laquelle il y a seulement 2 sexes et qu'il y a seulement 2 genres et qu'à ces 2 sexes correspondent nécessairement 2 genres. Donc, l'idée que si un enfant naît avec un pénis, cet enfant-là va nécessairement, il n'y a pas d'alternative, s'identifier comme homme et s'exprimer sur le plan du genre comme homme et occuper des rôles sociaux qu'on associe aux hommes. Il y a cette option-là ou il y a l'autre option. On n'est pas très subtil dans notre manière de lire le sexe et le genre. Et puis l'autre norme, bon, je l'ai répété, l'idée que l'hétérosexualité est présentée comme étant obligatoire, comme étant attendue. Comment? D'accord? Donc, cette première norme-là, l'idée qu'il y a 2 sexes, 2 genres, comme ça, comment l'école transmet ça? C'est très théorique, vous allez me dire, ah, c'est super, tu es sociologue du genre, mais c'est pas très concret. C'est très concret pourtant. Comment est-ce que l'école véhicule cette idée-là de binarité très, très stricte? Donc, de différentes façons. D'une part, on entretient, sans le vouloir, et en général sans le savoir, des attentes qui sont différentes en fonction du genre de nos élèves. Un exemple très concret, une école maternelle, en Île-de-France, disons,
s'était prêté un exercice récemment où il et elle considéraient, l'équipe pédagogique considérait qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts sur l'égalité filles-garçons et que globalement, c'était pas nécessairement un enjeu qui était prégnant dans leur établissement. Et ils se sont filmés pour voir ce qu'il en était au quotidien. Pendant une journée, on a filmé... donc, on habille les enfants, on fait l'heure du conte, ils vont dans la cour, ils vont jouer, etc. Donc, tout ce qui relève de la banalité des interventions du quotidien. On leur a présenté ensuite des extraits de leurs interventions et ils se sont rendus compte très vite que dans la banalité des gestes du quotidien, ils agissaient différemment envers les petites filles qu'envers les petits garçons. Des exemples très concrets, c'est que, globalement, quand c'était l'heure d'aller jouer dehors, ils laissaient les petits garçons aller très vite, mais ils disaient aux petites filles, attends, on va attacher ton manteau comme il faut, oublie pas de mettre ton bonnet, etc. Quand un enfant se blessait, on avait tendance à agir différemment. C'est-à-dire que si c'est un petit garçon, ça va, allez, retourne jouer. Si c'est une petite fille, on avait peut-être tendance à la couver un peu plus, à la consoler un peu plus, etc. Donc, quand je dis qu'on entretient sans le vouloir des attentes différentes ou on a sans le vouloir des comportements différents face à nos élèves en fonction de leur genre, c'est ça que je veux dire. Bon, là, j'avais l'exemple de la maternelle, mais ça se joue à différents moments. Donc, beaucoup, et puis ça a été documenté, c'est documenté dans les recherches scientifiques depuis des décennies, cette chose-là. Donc, l'idée que moi, en tant que professeur, j'ai beaucoup plus tendance à donner la parole aux garçons dans ma salle de classe. Donc, quantitativement, numériquement parlant, c'est davantage les garçons qui vont parler quand je leur donne la parole. Ou alors, quand je donne la parole aux filles, c'est davantage pour rappeler ce qui a été fait à la leçon précédente. Alors que quand je donne la parole aux garçons, c'est davantage pour explorer les nouvelles connaissances, etc. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, si on traite différemment les filles des garçons, ça contribue à dire qu'il y a deux façons d'être et que ces deux façons d'être sont très strictes. D'autres manières de véhiculer ces normes-là, c'est le fait qu'on présente de manière binaire dans les contenus scolaires. On présente de manière binaire les contenus scolaires qui portent sur le corps, qui portent sur la puberté, qui portent sur la sexualité. Des exemples assez communs, si on s'intéresse au contenu de SVT, encore une fois, il y a des exceptions et elles sont heureuses, mais si on s'intéresse au contenu de SVT, souvent, on va avoir tendance à dire que si on parle de puberté, par exemple, on va dire, les filles et les garçons vivent la puberté différemment. Les garçons vont vivre tel truc. Les filles, elles, vont vivre tel autre truc. Donc, quand je fais ça, je sépare ma population en deux et je présente leur passage à la puberté comme étant nécessairement très différent. Or, il y a des gens qui choisissent de présenter la puberté différemment et de dire, vous êtes dans leur processus de puberté ou vous allez atteindre cette étape-là de votre développement bientôt. Quand on arrive à la puberté, en général, on remarque il y a une pilosité accrue. Vous avez remarqué ça. Vous avez remarqué peut-être un développement de la poitrine, ce qui est vrai pour tous les individus de différentes façons. Vous allez remarquer peut-être un désir sexuel accru, etc. Donc, l'idée de mettre en évidence les similitudes dans les parcours, plutôt que de dire il y a deux scénarios possibles et ces deux scénarios sont très stricts et c'est soit dans un, soit dans l'autre. Comment, encore, on contribue à dire qu'il y a deux sexes, deux genres qui leur correspondent, etc. L'idée qu'on ne pas parler des alternatives, évidemment, ça contribue à réitérer le fait qu'il y a deux possibilités. Si je n'évoque jamais l'idée qu'il y a des personnes non-binaires, par exemple, et que je dis à mes élèves, on peut soit être une fille ou un garçon, je contribue à réitérer le fait que ce sont les deux seules options possibles. On présente de façon pathologique. Je vous ai mis un extrait d'un manuel qui est utilisé en filière économique et sociale, encore dans certains contextes, et qui nous présente, et je vous ai surligné les passages qui sont problématiques ou qui pathologisent les réalités trans. Donc, le transsexualisme, c'est un terme désuet qu'on n'utilise plus, se caractérise par la conviction profonde et durable chez un sujet normalement constitué. Donc, l'idée qu'on est normal ou anormal. D'appartenir au sexe opposé. Donc ça réitère le fait qu'il y a deux sexes et qui sont opposés.
à celui de son anatomie. Cette conviction s'accompagne d'un sentiment d'inconfort et d'inadéquation quant à son sexe, avec un désir intense et obsédant d'être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles et d'acquérir celles de l'autre sexe. Donc, encore une fois, il y a un sexe, il y a l'autre, c'est complètement différent. Et ne pas vivre ça de façon normale, je reprends les termes ici, c'est obsédant, puis on veut être débarrassé. D'accord? Ça correspond à l'expérience de certaines personnes, mais pas à l'expérience d'une majorité de personnes trans. Donc, on voit à quel point, même dans les contenus scolaires formels qui ont été révisés par des gens qui devraient s'y connaître, on contribue à véhiculer des notions problématiques. Rapidement peut-être, mais c'est souvent l'exemple qui évoque le plus de choses quand j'interviens. C'est l'idée qu'on a beaucoup de lieux dans nos établissements qui sont séparés pour les filles et les garçons. On a la question des toilettes, on a la question des vestiaires sportifs, on a la manière dont la cour de récréation est investie, hein, surtout au niveau primaire, où on remarque très clairement, vous demandez aux élèves, vous demandez aux gens qui y travaillent, on remarque, sauf exception, le centre de la cour et l'essentiel de l'espace est occupé par des garçons qui jouent au foot. Hein, puis la marge de la cour, en petits groupes en général, ce sont des filles qui ont peu d'espace et qui s'en tiennent à des activités qui sont moins, qui nécessitent de fait moins d'espace. Donc, de différentes façons, la manière dont on investit la structure, l'espace structurel de l'école, aussi s'est ancré dans cette... contribue à alimenter cette idée de binarité. Parlons maintenant d'hétérosexualité obligatoire. Hein. Comment s'est véhiculée cette idée que l'école attendrait de ses élèves qu'ils et elles soient nécessairement hétérosexuels? Alors, évidemment, si, et puis ça fait écho à des citations qu'on a entendues tout à l'heure, mais si des élèves n'entendent jamais parler de personnes non hétérosexuelles, ou si quand ils ou elles en entendent parler, c'est par le fait d'insultes, ou c'est simplement une fois dans le parcours scolaire de plusieurs années, bien évidemment, là, on contribue à dire qu'être non hétérosexuel, c'est anormal. C'est tellement anormal qu'on n'en parle jamais. D'accord? La norme, c'est l'hétérosexualité. C'est ça qu'on voit constamment dans nos manuels scolaires. Quand on lit les histoires en crèche ou en maternelle à nos enfants, ce sont des histoires qui majoritairement mettent en scène encore des couples hétérosexuels, un papa, une maman, etc. Donc, en soi, la représentation de l'hétérosexualité n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est l'absence d'alternative, l'absence presque totale d'alternative. Citation d'un élève cisgenre homosexuel, 17 ans, qui me disait, donc dans mon cours de SVT, les dessins étaient toujours genrés dans la binaire hétérosexuelle, c'est-à-dire présentant hommes et femmes comme étant un couple. Les mots utilisés n'étaient jamais deux personnes ou un couple, mais toujours le garçon et la fille. L'intervenante n'a pas daigné prononcer une seule fois les mots homosexualité et bisexualité. Les élèves comme moi ont été mis à l'écart pendant toute la séance. Donc, simplement, parfois, sans, en tant que professeur, sans aller dans les exemples, je n'ai pas besoin de me perdre dans des exemples complexes pour aborder ces thématiques-là en classe. Hein, si je parle d'une famille, je peux simplement parler des parents au lieu de dire papa et maman. On a des mots pour nommer des choses de façon plus inclusive. Je peux parler d'un couple ou je peux parler de partenaire. Donc, ce sont des termes qui sont plus neutres et qui permettent que les élèves y projettent ce qu'ils et elles veulent. Donc, si moi, en tant que prof, je refuse ou je ne me sens pas à l'aise ou je ne me sens pas outillée d'aborder de front ces thématiques-là et de dire « nous allons parler d'orientation sexuelle aujourd'hui », je peux simplement adapter mon langage de manière à ce qu'il soit plus inclusif. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une première étape qui est déjà qui est facile à implanter et puis qui est facile, qui porte fruit pour les élèves. Les élèves remarquent, nos élèves LGBTQI remarquent quand les enseignants et les adultes de manière générale ont ce langage inclusif et ils l'apprécient. Donc, encore une fois, sur l'idée que l'hétérosexualité est obligatoire et attendue, une illustration de ça, c'est la manière dont on peut intervenir ou dont certains adultes interviennent auprès des élèves non hétérosexuels.
Et là, le plus parlant, c'est de vous montrer une citation d'un prof que j'ai interviewé, un enseignant d'anglais. Je spécifie qu'il était hétérosexuel et cisgenre, 62 ans, qui me disait en entretien, « En toute honnêteté, je serais porté à freiner un élève en questionnement. Je lui poserais des questions. Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Parce que la pulsion est tournée vers lui. Une sexualité assumée, en principe, doit être tournée vers l'autre. Ça demanderait des suivis en psychologie, des suivis en confidence. » Donc, évidemment, pour prendre la pleine mesure de à quel point cette intervention est problématique, on peut se demander simplement si on poserait les mêmes questions à un élève hétérosexuel. Est-ce que des adultes demanderaient à un élève hétérosexuel, « Est-ce que tu es sûr que tu es hétérosexuel? Est-ce que tu as vécu des expériences avec les gens du même sexe pour pouvoir affirmer que tu es hétérosexuel? » Hein? Donc, on va souvent discréditer la parole de nos jeunes. Tu es trop jeune pour savoir que tu es une personne trans, ou tu es trop jeune pour savoir que tu es non-binaire. Hein? Et ça, en ayant ce discours-là, on discrédite et on réitère le fait qu'il y a une façon normale d'être qui est acceptable et qui n'est pas questionnée. Et puis, il y a des façons anormales qu'on va questionner et remettre... remettre en question, je me répète un peu. Comment véhicule-t-on l'idée que l'hétérosexualité est attendue et obligatoire? Un exemple très concret, c'est la question de l'intervention lors des LGBT-phobies à l'école. Si disons que je suis un élève peut-être en réflexion sur le plan de mon orientation sexuelle, j'observe ce qui se passe dans mon environnement scolaire et j'entends qu'une fois sur deux, quand il y a le mot PD qui fuse, une fois sur deux, les adultes n'interviennent pas. Qu'est-ce que j'enregistre comme message? J'enregistre le message que les adultes trouvent que souvent c'est acceptable de dénigrer quelque chose en référant à un terme qui réfère peut-être à mon identité. Vous vous rendez compte de la violence symbolique que ça incarne? Petit passage nécessaire sur la question de l'accueil des élèves trans. Préambule, évidemment, la question des élèves trans est plus complexe que ce que je serai en mesure de dire dans les prochaines minutes, mais ça donne déjà, je pense, une idée de ce que peuvent vivre les élèves trans dans nos environnements scolaires et aussi de comment mieux être outillés pour les accompagner dans ce qu'ils y a vivre à ce moment de leur parcours. On va commencer avec une citation d'un élève trans bisexuel de 21 ans qui me disait, donc, j'ai envoyé des mails à mes enseignants pour leur dire que le nom sur leur liste, c'était pas un nom que j'utilisais. Et de, s'il vous plaît, parlez au moi au masculin. Donc, intervieweuse, comment ça s'est passé? Élève, la plupart ne voulaient pas utiliser des pronoms masculins avec moi. Un de mes enseignants m'a dit, pour moi, tu vas toujours rester une femme. Donc, la question de, actuellement, nous disposons de très peu de lignes directrices parrainant nos interventions auprès des élèves trans. C'est une lacune considérable qui mène à ce genre de situation, quotidiennement. Je vous disais tout à l'heure que je fais souvent ce genre d'intervention auprès d'un public enseignant ou d'autres adultes en milieu scolaire, et systématiquement, depuis à peu près 3 ans, systématiquement, la première question qui vient au terme de mon intervention, c'est « Oui, mais dans mon établissement, on a un ou une élève trans. Et ça, c'est difficile parce que... » Un exemple récent, je ne vais pas aller dans l'anecdotique, mais à mon sens, ça incarne bien le problème actuel. Récemment, une personne m'a dit « Ah, nous, on a un véritable enjeu. On a... une élève trans dans notre établissement. Et là, on ne sait pas comment évaluer cet élève en EPS. Parce qu'on a un barème pour les filles et on a un barème pour les garçons. Et on ne sait pas comment l'évaluer. » Et là, moi, je me disais, pendant qu'elle posait la question, je me disais, ça veut dire que moi, ça fait 2 heures que j'interviens pour expliquer que cette binarité-là, elle n'a pas lieu d'être et elle devrait être déconstruite finalement. Et je me disais, j'ai un peu raté ma cible. Hein. Si elle me pose cette question-là, c'est qu'elle n'a pas saisi ce que je voulais dire.
Et la beauté de la chose, c'est que cette personne-là, en posant la question, il y a eu un silence de quelques secondes, puis elle a fait « Ah ouais! Mais pourquoi on a un barème fille et un barème garçon? » Et c'est à ça que je veux venir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup structuré nos environnements scolaires de différentes façons, et c'est un peu la démonstration à laquelle je me prêtais ce matin, mais structurer nos environnements scolaires autour de l'idée qu'il y a deux types de personnes, et seulement deux types de personnes, et que ces types de personnes-là sont fondamentalement différents. Ça nous mène à avoir des interventions qui sont problématiques, qui sont exclusives, oui, pour nos jeunes LGBTQI, mais pour l'ensemble des jeunes, nos jeunes hétérosexuels, nos jeunes cisgenres, nos jeunes qui se considèrent comme étant dans la norme, ce sont des jeunes qui, à certains égards, aussi vont ne pas correspondre à ces stéréotypes de genre très stricts. Hein? Je ne connais pas une seule personne qui, par exemple, qui est une fille, qui s'identifie comme une fille et qui, sur tous les points de sa vie, va se maquiller, va se coiffer, va s'habiller d'une certaine façon, va se comporter toujours de la manière qu'on s'attend qu'une fille se comporte, va nécessairement avoir des activités de loisirs dites de filles, des rôles de genre, etc. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va... de différentes façons, je veux dire, chaque personne va déroger à ces normes-là parce qu'on se les est construites et elles sont beaucoup trop strictes. C'est comme un habit trop serré qui ne fonctionne plus, d'accord? Et je voudrais que la présence des élèves LGBTQI et le fait qu'on s'intéresse de plus en plus à leur vécu scolaire met en évidence cette carcasse-là dans laquelle tout le monde est un peu inconfortable maintenant. Et je pense que la présence des élèves trans et le fait que les élèves trans se rendent visibles en milieu scolaire, revendiquent à juste titre un traitement équitable, bien, met cette question à l'avant-plan. Je termine bientôt. Donc, élève non-binaire pansexuel, 19 ans, qui dit à l'école, on a un peu parlé des différents types d'orientation sexuelle, où ça a été un peu abordé, mais quant à l'identité de genre, c'était très cliché, garçon ou fille. La seule exception était de dire qu'une fille peut faire des trucs de mec et inversement. J'ai eu aucune info sur la transidentité. J'avais l'impression de ne pas exister, d'être un monstre en marge de la société. Certaines pistes d'action pour soutenir un ou une élève trans, dans tous les cas, respecter son identité de genre, prénom, pronom, convenir d'une fréquentation des lieux genrés qui le ou la met à l'aise, lui permettre de s'habiller en fonction ou en conformité avec son genre. Ne pas présumer de son parcours de transition. Souvent, en tant qu'adulte, on peut être très invasif et dire « Ah, donc tu penses que tu es trans? Est-ce que tu vas avoir la chirurgie? » Ce n'est pas des préoccupations qui devraient être les nôtres. D'accord? En milieu scolaire, je vous dirais franchement, on s'en fout. Notre travail, c'est de créer un environnement qui est sécuritaire, qui est inclusif et qui est propice à l'apprentissage. C'est tout. On n'a pas à mettre le nez dans les parcours de transition de nos jeunes. Ne pas outer l'élève. Donc, ne pas outer, ça veut dire ne pas divulguer à autrui l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans ce contexte-ci de l'élève. Parfois, l'élève va être très tôt dans son parcours et n'aura peut-être même pas parlé à ses parents, à ses frères et sœurs de la question. Il va tâter le terrain en milieu scolaire. Ce n'est pas votre responsabilité d'aller faire ce coming out-là de l'élève à sa place. Incluant à vos collègues, sauf dans les cas qui sont absolument nécessaires pour favoriser son parcours scolaire. Les documents qui nous appuient, je n'irai pas en détail parce que je vois l'heure qui file, mais on a la loi du 27 mai 2008 sur la lutte contre les discriminations qui est explicite sur la question de l'identité de genre. Et puis, on a la décision cadre du défenseur des droits, Jacques Toubon, quand il a quitté en 2020. Donc, sa décision cadre autour de comment devrait être traitée, entre guillemets, une personne trans, est très explicite sur la question et je vous invite à vous référer et à utiliser ce document dans vos interventions quotidiennes. Comment aller de l'avant en terminant? Ça fera évidemment l'objet de beaucoup de discussions aujourd'hui, donc je n'ai pas la prétention et je ne ferai pas non plus une recension de ce qu'on peut faire. On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je veux dire en terminant, c'est que les temps changent, mais que l'école change trop peu
l'école change trop lentement et qu'il faut mieux faire. Dans le cadre de l'enquête menée avec le soutien de l'UNESCO, j'avais demandé aux répondants LGBTQI scolarisés en France, comment pourrais-tu te sentir mieux dans ton pays en tant que jeune LGBTI? Et j'aimerais terminer ma présentation en leur laissant la parole écrite. Donc, voici quelques-unes de ces réponses-là de jeunes LGBTI français de 15 à 26 ans. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un magnifique séminaire aujourd'hui. Oui. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes de précision par rapport à ce qu'on a évoqué ce matin, bon, la chance qu'on a, c'est qu'on a la journée pour se pencher sur ces thématiques-là, mais dans la salle, donc n'hésitez pas à aller dans le clavardage pour noter vos questions, commentaires. Pas dans la salle, sur le web. Et puis dans la salle, il y a Christine qui passe avec un micro ici. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé, enfin pour moi vraiment très 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 éclairant. Ma question est la suivante. Comment, quand on est un enseignant qui ne voit un élève que 2 ou 3 heures par semaine, ou qu'on est un principal de collège ou un proviseur et qu'on voit encore moins les jeunes, comment peut-on distinguer et comprendre ce qui va différencier un jeune transgenre d'un jeune qui a 13, 14, 15, 16 ans, qui est trop à l'étroit dans ce fameux vêtement? Par exemple, une fille qui déteste les robes, qui déteste le rose, qui joue au foot avec ses potes, qui aime bien faire des choses qu'on attribue plutôt au sexe masculin, et qui joue un peu avec les codes, qui cherche à les transgresser, ce qui est bien normal, parce que justement, dans notre société actuelle, on commence un petit peu à comprendre que voilà, on peut aussi ne pas être conforme à la norme. Comment on peut distinguer ça? C'est parce que c'est peut-être une échelle, ou enfin, je ne vois pas trop comment, sans justement être trop intrusif, interroger, rencontrer la famille, voir le jeune, déjà un peu le stigmatiser. Où vous faites la différence entre ce moment-là et le transgenre? Merci. Merci pour votre question. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas à faire cette différence-là. J'ai envie de vous dire que vous, en tant que personne qui intervient en milieu scolaire, vous n'avez, à mon sens, votre seul rôle est de créer un climat favorable de différentes façons, en permettant à ce que votre environnement scolaire soit lu comme étant ouvert et activement ouvert face à ces thématiques-là. Donc, à mettre en place des choses qui seront lues par vos élèves comme étant des signes d'ouverture. Mettre des affiches, former votre personnel et faire que ça se sait. Je ne sais pas moi, il y a par exemple, le Musée national de l'éducation, ils ont une super exposition ambulante que vous pouvez faire venir dans votre établissement pour aborder ces thématiques-là, faire venir les associations, rendre des ressources disponibles, etc. Donc, c'est autant de manières, c'est autant de façons que vous dites à vos élèves,
regarde, tu peux être qui tu es ici et c'est correct. Donc, premièrement. Donc, vous n'avez pas à faire ça. Le seul contexte où vous avez, vous, à savoir si un élève est un ou une élève trans, ou c'est simplement quelqu'un qui joue dans les codes du genre, bien, si cet élève vient à vous avec une problématique ou une demande spécifique. Parce qu'il y a fort à parier que dans bien des établissements, il y a des élèves qui sont trans et qui soit n'osent pas le dire parce que leur environnement scolaire ne leur semble pas ouvert à ces thématiques-là, ne laisse pas entendre qu'il y a de l'ouverture pour leur présence et être qui ils sont. Ou il peut y avoir des élèves trans, c'est des cas de figure plus rares, mais qui sont confortables et qui n'ont aucune demande à vous faire. Et dans ce contexte-là, vous n'avez pas à savoir nécessairement que c'est le cas. Je vous dirais, de votre meilleur scénario en tant que personne qui évolue dans un environnement scolaire, c'est de miser sur ces signes d'ouverture-là. Beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés m'ont dit, ben moi, j'ai pas nécessairement vécu de violence forte à l'école, mais je sais que si je vis quelque chose, il y a telle affiche dans tel couloir devant tel bureau, et que je pense que ce serait une personne ouverte à... Donc, par exemple, dans tel couloir obscur, face au bureau de ce prof de français qui n'est pas un prof de français que j'ai, il y a une affiche sur l'identité de genre. Donc, je me dis que si j'ai des problèmes, je sais que j'ai quelqu'un à qui aller parler éventuellement. Donc, les jeunes sont à l'affût de ces signes-là. Je vous dirais, multipliez les signes d'ouverture. Mais assurez-vous que derrière, il y a des gens qui sont formés pour recevoir ces confidences minimalement ou ces demandes d'aide et d'accompagnement. Bonjour, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Alors moi, je suis CPE dans un lycée mixte, enfin polyvalent, avec internat. Et donc, j'ai 2 questions. J'ai été interpellée quand vous les avez dit qu'il ne fallait pas outer la question transgenre d'un élève. Or, souvent, on est quand même très procédurier, il nous faut des écrits. Et dans mon établissement, on a plusieurs élèves transgenres assumés et acceptés d'ailleurs. Sauf que quand ils se sont signalés à nous, il a fallu acter ça par une demande écrite, souvent de la famille parce qu'ils sont mineurs. Et donc, ce que vous avez dit m'a interpellée en disant mais l'élève n'a pas forcément parlé à ses parents. Donc, comment gérer quand un jeune vient nous voir en disant moi, je veux m'appeler Antoine plutôt que, je ne sais pas, Amélie. Et puis, la deuxième question sur les lieux d'accueil. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'établissements avec internat. Ça n'est pas comme ça dans tous les pays. Et comment gère-t-on cela quand voilà, un interne est transgenre et que du coup on l'a mis dans l'internat qui correspond à son sexe de naissance? Merci. Merci pour les questions. La question de l'autorisation parentale, bon, d'une part, j'aimerais établir, c'est une question qui, en ce moment même, est tranchée, est en train d'être tranchée au niveau de l'Éducation nationale. Donc, c'est une question qui est non seulement très, très vive en ce moment, mais qui, pour laquelle il n'y a pas actuellement de ligne directrice, d'où l'espèce de confusion ou de situation nébuleuse dans laquelle tout le monde se trouve. Pour les arrangements qui relèvent d'arrangements à l'interne, donc sur les listes de présence et ce genre de choses-là, vous n'avez pas... on considère de traiter les élèves trans comme on traiterait, par exemple, quelqu'un qui a 2 prénoms, qui s'appellerait, mettons, je n'ai pas 2 prénoms, là, mais Gabrielle, Rosalie, Richard. Et le premier jour de classe, je vous dirais, moi, appelez-moi Rosalie. Donc, il y aurait un moyen que ce soit géré au sein de la sphère scolaire sans que mes parents aient à écrire une lettre officielle qui dise, ma fille, effectivement, il faudrait qu'on... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, sur le plan de tout ce qui est donc, examen formel, bulletin scolaire, etc., il y a des choses qui sont très rigides encore et pour lesquelles vous n'êtes pas en capacité de faire ces changements-là. Bon. On verra ensuite comment ce sera pris en charge au niveau de l'Éducation nationale. Mais pour tout ce qui est de votre ressort, tout ce que vous pouvez faire pour faciliter le parcours d'un ou d'une élève trans est nécessairement, donc conséquemment apprécié par cet élève. Mais donc, je pense que la question de ne pas outer l'élève est évidemment particulièrement difficile à gérer parce que ce sont des élèves mineurs, potentiellement en situation de vulnérabilité. Vous êtes... tenu à certains égards d'impliquer les parents, etc. Donc, mais sachez que pour la question des élèves trans, impliquer les parents, c'est souvent plus dangereux qu'autre chose. Bon, je ne voudrais pas souvent. Dans plusieurs cas, ça peut être plus dangereux qu'aidant pour cet élève-là.
Donc, à garder en tête dans vos actions éventuelles. La question des internats, bon, je dois vous dire que je ne suis pas... je me suis pas nécessairement penchée spécifiquement sur la question, mais votre meilleur interlocuteur ou interlocutrice, c'est l'élève en question. Et dans quoi ou dans quel contexte cet élève se sent bien. Je pense que c'est votre principal indicateur. Donc, si cet élève-là ne voit pas de problème, se sent à l'aise à être dans une chambre avec, assigné sur la base de son sexe biologique, j'ai tendance à vous dire à procéder ainsi. À partir du moment où cet élève-là ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas en sécurité, c'est votre devoir d'agir et de voir comment ensuite, est-ce qu'il y a des chambres où cet élève-là peut être hébergé individuellement? Est-ce que cet élève-là a une amie, je ne sais pas si c'est un ou une élève trans, là, j'ai oublié votre cas de figure, mais un ou une amie avec lequel il pourrait loger pour se sentir... bien accompagné au quotidien. Donc, il y a un véritable enjeu, effectivement, je vous dirais, c'est ça. Votre meilleur indicateur, c'est l'élève en question et ses besoins et son sentiment d'aise. Merci. On va prendre quelques questions en ligne. Donc oui, quelques questions parmi beaucoup. Mais c'est très bien. Première question qu'on a un peu sélectionnée parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Concrètement, faut-il former les enseignants ou au contraire apporter des spécialistes aux établissements scolaires pour aborder, en groupe ou individuellement, ces thématiques? Merci pour la question. Et merci à tout le monde qui participe en ligne également. Je vous dirais... ce qu'il faut faire, c'est former les enseignants. Dans un monde optimal, tous les enseignants et tous les adultes qui travaillent en milieu scolaire connaîtraient ces thématiques-là, se sentiraient à l'aise d'aborder ces sujets, etc. Ces enseignants-là devraient être formés par des experts et des spécialistes, par ailleurs. Hein, mais je pense qu'ultimement, si on veut aller vers un modèle qui est pérenne, je pense qu'ultimement, le milieu scolaire... on cherche à ce que le milieu scolaire soit autosuffisant sur cette question-là et soit en mesure d'agir sans avoir besoin d'input extérieur. C'est le modèle qu'on cherche à accomplir. Après, on est très loin actuellement de ce modèle-là et il n'y a aucun souci à faire venir des associations qui sont souvent d'ailleurs les expertes sur notamment la question de l'accueil des élèves trans. Oui, merci. D'autres questions qui tournent toujours aussi autour de ce sujet-là, sur comment s'adresser à un jeune trans qui dit mon prénom n'est pas le bon, le pronom, vous y avez un peu répondu à la fin. Mais les questions tournent toujours. On nous préconise souvent de ne pas accepter de le faire, donc de répondre à la demande de ce jeune ou de cette jeune, tant que le parcours de l'élève avec un psychologue n'est pas suffisamment avancé. Qu'en pensez-vous? Il y a une tendance à médicaliser ou psychiatriser le parcours trans et bon, on a tendance à aller vers l'atténuation de ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on était très, puis on en parlera avec Elisabeth tout à l'heure, on était très strict sur les critères qui devaient être, le chemin qui devait être parcouru, les attestations qu'on devait avoir pour attester véritablement de la dysphorie de genre et donc du véritable statut trans de l'élève. Je vous dirais que à des fins de travail et d'usage quotidien, vous n'avez pas à avoir ces attestations-là. C'est hors de votre ressort que d'aller chercher validation psychiatrique, etc. Le seul contexte où cette aide psychologique ou psychiatrique devait être sollicitée, c'est si l'élève en a besoin, si l'élève est particulièrement malheureux, mal dans sa peau, non accompagné, et a besoin d'avoir ce soutien psychologique complémentaire, allons-y gaiement de l'avant. Mais si c'est un élève qui est à l'aise, qui est épanoui et qui demande simplement à ce qu'on modifie son prénom d'usage, mais je ne vois pas pourquoi on devrait passer par ce parcours. Il n'y a aucune bonne pratique qui laisse entendre que ce soit la voie à suivre. Les bonnes pratiques actuellement dans le milieu de l'éducation sont des pratiques qu'on appelle transaffirmatives. Donc, ils vont accompagner l'élève
on considère que l'élève est la meilleure personne pour savoir ce qu'il et elle veut et a besoin, et est, par ailleurs, évidemment. Et donc, on accompagne l'élève au fur et à mesure que ses demandes évoluent. Hein. Certains élèves vont avoir des demandes très précises et on voit comment on peut accommoder cet élève-là dans la sphère scolaire. Mais pour la plupart des élèves, il peut s'agir simplement d'arrangements à l'interne. Et bien des établissements le font actuellement. Et on le sait très peu, c'est relativement peu diffusé encore. Oui, une dernière question, parce que les maîtres du temps me disent qu'on n'a pas le temps, et donc on s'excuse déjà par avance, enfin on demande de nous excuser pour toutes les questions du chat. Mais une dernière question peut-être très pratico-pratique, qui ont été posées plusieurs fois par des infirmières scolaires ou des assistantes sociales scolaires. Les interventions sexualité, entre guillemets, par les infirmières et les assistantes scolaires se déroulent la plupart du temps et pour toujours en séparant filles et garçons, dans le but de répondre de façon adaptée aux questions. Qu'en pensez-vous? J'en pense que je suis ravie de la question. J'ai eu une idée très arrêtée sur la réponse. Effectivement, dans bien des cas, on va choisir de séparer filles et garçons pour parler de sexualité. La prémisse de ça, c'est de dire qu'il y a des sujets qui intéressent plus les filles ou qui concernent plus les filles et vice-versa pour les garçons. Et initialement, on s'était dit que c'était une bonne pratique, notamment pour libérer la parole. Et on se dit, il y a certains élèves, peut-être certaines filles qui ne vont pas être à l'aise de poser leurs questions, etc., dans un contexte mixte. Je considère très ardemment que ce n'est plus une bonne pratique à mettre en place en éducation à la sexualité ou dans d'autres contextes, mais c'est principalement en éducation à la sexualité. Si vous faites ça, c'est problématique sur plusieurs aspects. C'est-à-dire que vous présumez, premièrement, que parce que... Vous présumez, très simplement, là, vous présumez que vos élèves garçons n'ont pas besoin d'apprendre rien sur le cycle menstruel et les menstruations, hein, et que vos élèves filles n'ont pas à être préoccupés de la question de l'érection, etc. Donc, vous présumez déjà des zones d'intérêt, ce qui est très problématique et ce qui n'est pas optimal pour une vie amoureuse et sexuelle épanouie. Hein, après, comment peut-on se surprendre qu'on ait des adultes si peu informés sur la question de la sexualité, qu'on ait des conjoints qui ne savent pas ce qu'il en est du cycle menstruel de leur conjointe, etc., si déjà on considère que c'est des sujets qui ne concernent pas la moitié de la classe. Donc déjà, ne serait-ce que sur ce plan-là très global, c'est problématique. Ensuite, ça pose évidemment problème pour nos élèves LGBTQI, parce que donc on assigne les élèves sur la base de leur genre, et même de leur sexe, hein, j'ai envie de dire. On dit, toi, tu vas là. Donc, il y a plusieurs élèves qui sont non-binaires, qui sont trans, etc., qui vont être assignés dans le mauvais groupe, pour autant qu'il y ait un bon et un mauvais groupe. Et dernièrement, hein, il y a la question de... dans plusieurs cas qui m'ont été rapportés, ces discussions de petits groupes-là, souvent, se font sur la base d'une présomption d'hétérosexualité. C'est-à-dire qu'on va dire, ici, on est dans le groupe des filles, qu'est-ce qu'on cherche chez un garçon, chez un amoureux éventuel? On va papoter entre filles. Or, ça pose évidemment problème pour tout ce qui est pratique inclusive en éducation à la sexualité. Donc, moi, j'ai tendance à dire que non, ce n'est pas une pratique à mettre en place si on veut agir de façon inclusive.